Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus en représentation de l'OPS et surtout du département d'évidence et en santé. Je vais donc euh, vous donner la bienvenue. Je vous remercie d'être ici. Ce webinaire fait partie du programme d'alphabétisation numérique qui a l'objectif de renforcer les capacités régionales en santé numérique. le, le registre civil, les statistiques de vie, la gouvernance de données dans les Amériques. Pour commencer, quelques indications sur la séance. Et nous aurons donc le service d'interprétation simultanée en anglais, espagnol, portugais et français. Donc, vous n'avez qu'à choisir dans la partie inférieure de vos écrans la langue d'écoute souhaitée. Vous irez sur l'icône du globe. Et là, vous choisirez la langue d'écoute. Nous avons aussi la boîte de questions et réponses pour vos commentaires et questions. Nous essaierons de répondre à la plupart des questions, ou à toutes si c'est possible. Ce webinaire est enregistré maintenant. Et les enregistrements et les autres matériaux seront partagés avec les participants ensuite. Ce webinaire est très important pour notre région. C'est C'est les ICD du 10 au 11 sont en question, mais aussi le renforcement de l'interopérabilité entre les systèmes cliniques, registres civils et statistiques vitales et les systèmes d'information dans tous les écosystèmes de santé. Ce webinaire va explorer la façon dont on va essayer d'établir des langages communs entre les différents sites médicaux. Pourquoi elle est importante, cette transition, la qualité des données, la comparabilité et l'interopérabilité entre les différentes institutions? Pour moi, c'est un plaisir de vous présenter le docteur Victor Hugo Alvarez, un consultant de l'OPS qui a beaucoup d'expérience et qui soutient la pays dans la mise en place des IE 10 et 11 dans les différents domaines d'interopérabilité et transformation d'initiatives numériques. Victor Hugo, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je vais partager mon écran. Vous me confirmez si vous voyez mon écran? Voilà, donc je commence par remercier l'organisation aussi de cette opportunité de partager avec vous quelques réflexions sur les clés les plus importantes qu'on doit tenir compte pour la transition des IE 10 vers les IE 11 dans la région, même si cela applique pour toutes les régions du monde. Le point central pour moi sera concernant le langage d'interopérabilité des données concernant la morbidité et la mortalité entre les systèmes des registres civils et des statistiques vitales et les systèmes d'information en santé, sachant que les IE sont un langage commun qui cherche à faciliter les significations des diagnostics cliniques et les causes de décès puissent être conservées dans toute la chaîne, même si il y a des circulations entre différentes plateformes et institutions. Voilà le point central de la présentation. Et on l'a déjà mentionné, nous allons travailler sur les différences entre l'interopérabilité technique et sémantique et les apports des CIE en tant que standard commun. Nous allons examiner quelques cas d'utilisation et identifier les clés qu'on doit tenir en compte pour la mise en œuvre du processus de transition vers les CIE 11. Alors, je voudrais euh, me focaliser dans cette partie-là. Lorsque nous parlons de la transition de CIE 10 vers CIE 11, souvent,
on entend que nous sommes dans un processus d'actualisation des codes, c'est-à-dire que on va passer d'une version d'une certaine codification vers une autre plus actuelle, mais nous allons le présenter d'une façon différente. On va au-delà d'un simple changement de codification. Alors, que signifie ou à quoi fait-on référence lorsqu'on parle du langage des données? C'est un ensemble de règles, euh, contrôles et syntaxes qui nous permettent d'échanger et d'interagir avec des systèmes de gestion des bases de données des différents domaines, différentes sortes, et qui, pour notre cas, qui concerne la CIE 11. Un langage de données dans un système aide à structurer et modifier, aide aussi à gérer des systèmes d'information, des tableaux, des indicateurs, etc. Mais un langage de données, c'est aussi ce qui permet aux usagers de manipuler des informations, c'est-à-dire des consultations, des, des ajouts d'informations ou même éliminer des données du système. Donc, dans la CIE 11, nous permettons que les données cliniques, les diagnostics et causes de décès circulent à travers les registres et vers les différentes composantes des systèmes d'information en santé et vice-versa, sans perdre la signification, sans altération des significations. C'est le principal apport de la CIE 11 parce qu'en tant que standard, elle aide à conserver la signification sémantique des termes dans les différentes plateformes et institutions malgré la circulation dont je vous ai parlé. Mais que veut-on résoudre? Quel est le problème à résoudre avec cette, ce transit? Nous avons, comme vous le savez, une série de de questions. Nous savons que dans la pratique, les données circulent, mais dans cette circulation, ces données perdent de leur signification ou changent leur signification. Et ce sont les anormalités, les frictions fréquentes des systèmes d'information. D'abord, l'utilisation du texte libre et la variation terminologique et l'utilisation des sigles, des modismes aussi ou d'autres, ou des mots qui ne sont pas reconnus par tous. Une chose assez fréquente aussi, et concernant les affectations ou les choses qui affectent les systèmes d'information, c'est l'utilisation des catalogues qui ne sont pas comparables. Il est fréquent qu'un usager de CIE 11 utilise différentes versions de CIE 10 qui ont été déchargées des sites officiels et non officiels. Et ceci a des effets et importants lorsqu'on veut faire l'analyse des données pour ajouter des informations parce que ils ne sont pas comparables. Ceci implique de retravailler, les cliniques doivent retravailler là-dessus, les codes, les spécialistes des codifications et des registres et des statistiques. Et c'est un des problèmes, justement, qui sous-tend dans les systèmes d'information actuellement. Et ceci nous empêche d'avoir une traçabilité des données parce que les corrections sont faites tard ou dans d'autres lieux du flux d'informations qui, à un moment donné où ce n'est plus opportun. Alors, c'est pour cela que nous disons que l'interopérabilité n'est pas seulement le fait d'échanger des messages. Deux systèmes peuvent être bien communiqués et recevoir les mêmes archives, mais produire des interprétations différentes. Et c'est là où nous avons le problème central. Ce n'est pas du point de vue de la circulation des données,
parce que le transfert des données et l'échange de données se font fréquemment, mais pas dans les termes que nous souhaitons avec une interopérabilité complète qui garantira la conservation de la signification des données dans tout ce parcours. Et c'est là où la CIE 11 a sa plus grande valeur parce qu'elle nous aide à corriger lorsque nous l'utilisons en tant qu'un langage commun et non pas en tant qu'un catalogue d'informations simplement. La base de cette réflexion est de ne pas voir la CIE en tant qu'un nouveau catalogue, mais en tant qu'un standard sémantique qui est mis en œuvre en tant qu'un processus. Parce que signifie ceci, de le mettre en marche en tant qu'un processus? La CIE 11 en tant que langage commun oriente de façon consistante la documentation, la codification, le décodage, la réutilisation des données pour différents objectifs. De cette façon-là, et il est possible que les diagnostics cliniques et les causes de décès traités à partir d'un standard sémantique puissent maintenir leur signification et circuler, conservant le sens à- indépendamment des institutions, des plateformes dans lesquelles ces données circulent pour avoir une donnée utile, inaltérable pour son réutilisation, ce qui garantira la comparabilité et la traçabilité de l'information. La CIE 11, donc, ne remplace pas la gouvernance ni les processus. Tenez en compte cela, mais elle rend possible que pendant la circulation des données entre différents acteurs, la signification ne se perde pas, ne soit pas altérée. Ceci ne le remplace pas, bien sûr, la CIE 11 agit en tant qu'un moteur, pas seulement dans le processus de transformation numérique, mais dans la gestion de l'information et permettant d'exécuter toute la gouvernance et tous les processus qui sont incorporés dans le flux de données en santé. Quels sont les changements? Ce n'est pas un changement seulement de classification ou de classement, c'est un changement dans le mode d'utilisation parce qu'avec la CIE 10, la logique d'utilisation est traditionnelle. C'est quelque chose a été consolidé dans les institutions, mais la CIE 10 n'a pas les capacités pour s'intégrer de façon native avec les processus numériques actuels. Elle a beaucoup de restrictions. En fait, l'utilisation de la CIA ne va pas au-delà, dans le meilleur des cas, d'une utilisation en tant que catalogue ou liste de références dans les systèmes d'information. Et ceci est aussi soumis à des adaptations locales, dépendance des adaptations locales, et qui implique des différences dans les séries d'informations. Alors que la CIE 11 est née avec une approche numérique déjà pour faciliter l'intégration euh, dans tous les flux numériques et soutenir le flux de travail avec des outils de recherche et de codification, assurant un meilleur support pour la réutilisation des données à différents moments. Ceci facilite l'utilisation systématique de l'information, ce qui n'est pas possible dans le cas de la CIE 10. Alors l'implication ou les implications de ces transformations vers la CIE 11, c'est une amélioration du potentiel d'interopérabilité dont nous avons besoin. Nous avons tant besoin dans les systèmes d'information pour maintenir la comparabilité et faire une réutilisation des données avec plus d'efficience. Or, où peut-on intégrer la CIE 11?
Et concernant le RCEV et IS44, le système de registre civil et statistique vitale et les systèmes d'information en santé. Tout au long de la chaîne, on voit la valeur réelle de la CIA lorsque elle est utilisée systématiquement tout au long du flux d'informations, et pas seulement à la fin pour faire des rapports, mais le parcours commence à partir du service en santé, du soin, passant par la certification, le registre, la codification, la consolidation, l'analyse et ensuite utilisation ou application pour la prise de décision. Dans chacune de ces étapes, il y a des pertes de signification. Et c'est là où la CIE 11, en tant que couche sémantique primordiale, garantit ou standardise la signification dans chacune des étapes critiques du flux d'information, permettant d'avoir une continuité, une cohérence de l'information entre les différentes institutions et les différentes plateformes. Ceci est particulièrement critique et surtout dans le cas des systèmes du registre civil et statistique vitale, où ces flux sont intersectoriaux par principe, registre civil, système de santé et institutions de statistiques et d'autres acteurs même. Et pour les systèmes d'information en santé, avec toute cette diversité des composantes des systèmes d'information sanitaire, on a besoin d'une bonne gouvernance, une architecture et des standards qui permettent que les données soient utiles et ne soient pas altérées. Il faut faire une différence, établir une différence entre l'interopérabilité technique et l'interopérabilité sémantique. Alors, interopérabilité technique versus sémantique. Qu'est-ce que cela veut dire? L'interopérabilité technique ou syntaxique est cet ensemble de règles qui permettent qu'on voit des messages, qu'on reçoit des archives, qu'on se connecte avec une API et qu'elle nous réponde. Donc, permet que les systèmes échangent des messages. Mais ceci n'est pas suffisant pour que la donnée soit utile pour la prise de décision. Pour cela, on a besoin d'avoir aussi un complément qui est l'interopérabilité sémantique. C'est celle qui nous permet que lorsque la donnée voyage, elle conserve sa signification. Elle garantit que d'éviter les pertes d'informations et que le système interprète la même chose pour que tous les acteurs comprennent la même chose. C'est la valeur principale de la CIE 11 en tant que standard sémantique. C'est une couche de signification commune dans les systèmes d'information. Lorsque nous n'avons pas cette couche, cette sémantique partagée, nous aurons donc, des problèmes pour la comparabilité des données ambiguës qui vont distorsionner les décisions prises en fonction de ces données-là. Donc, la différence est très importante concernant ces deux types d'interopérabilité qui sont intrinsèques dans l'utilisation et dans l'application de la CIE 11. Comment on opérationnalise le langage commun dont on parle aujourd'hui? Comment la CIE 11 devient une valeur institutionnelle? Pour cela, nous n'avons pas un document à proprement parler, mais l'opérationnalisation se fait avec des processus actifs. Nous nous basons sur trois mécanismes opératifs. Un mécanisme qui s'appelle la capture structurée. Lorsque on définit des domaines critiques et des listes et des validations
Euh, Ceci génère une capture de données qui a moins d'ambiguïté depuis l'origine même des données. Et ceci permet de gagner en efficacité et en efficience. Deuxième mécanisme de codification, ce sont les codifications, la codification et les règles. Donc, à travers ces définitions, on garantit la consistance entre les textes et les codes et permet que les décisions puissent être objet de suivi, traçabilité et bien sûr, ceci demandera une réduction de la charge de travail postérieure lorsque nous n'aurons pas besoin de retraiter les données. Finalement, un troisième mécanisme pour transformer la C11 en valeur institutionnelle, c'est la réutilisation analytique. C'est-à-dire, lorsque la donnée naît depuis son origine dans une structuration convenable et elle est validée du point de vue de la consistance, elle peut être réutilisée dans la surveillance pour la gestion des données, dans la gestion de qualité, dans les statistiques pour la prise de décision. Et dans ce sens-là, il ne suffit pas d'utiliser, d'échanger un catalogue, mais il faut reconcevoir tout le flux. Donc, ce processus de transition n'est pas aussi simple. On ne doit pas le simplifier en extrême. Voyons un cas d'utilisation en morbidité. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un tableau clinique qui est enregistré. Dans cet exemple, nous avons un patient avec du diabète mellitus type 2, néphropathie, de la hypertension et un contrôle insuffisant. Ce résumé clinique est clair. Mais le problème apparaît lorsque nous enregistrons ce résumé clinique dans les différents systèmes. Dans un lieu, nous pouvons voir ce résumé en tant qu'un diabète mellitus 2 compliqué ou un diabète avec nuisance au rein ou perdre le contenu important du résumé clinique et avoir une codification partielle. Donc, ceci veut dire que le même cas peut être représenté d'une façon différente selon l'institution ou selon l'acteur. Et quelles sont les implications de ce phénomène-là? Après, il sera très lourd de regrouper, de faire le comptage, de réutiliser les données. C'est pour cela que lorsque cette comparabilité est cassée, nous avons la situation que nous vivons actuellement et qui nous oblige ou qui justifie plutôt l'utilisation de, du langage commun proposé dans la CIE 11, parce que dans la situation actuelle, les données voyagent, mais la signification n'est pas garantie pendant tout ce parcours, tout ce. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous utilisons un langage commun pour la gestion de la mobilité? Utilisons le même exemple. Après, nous voyons, le diagnostic peut être amélioré et étiqueté parce que dans le processus avec la CIE 11 et avec un langage commun, nous pouvons capturer les données à l'origine d'une façon plus fiable et complète avec toute la qualité escomptée. Deuxième, de façon structurée parce qu'on peut recueillir tous les attributs relevants et cliniques pour faire la distinction de la condition clinique avec réduire le niveau d'ambiguïté parce que la C11 permet de décrire complètement les concepts cliniques lorsqu'ils sont documentés, bien sûr. On mélangeant de termes qu'on ajoute, qui ajoutent des détails au diagnostic,
pour les compléter. Donc, la CE11, en tant que standard sémantique, apporte donc de la consistance et de la traçabilité pour savoir à quel moment, qui et comment on a documenté cette information. Et l'utilisation institutionnelle est optimisée. On peut l'utiliser pour des cohortes, pour configurer des cohortes pour la gestion de la qualité, mais surtout pour la gestion clinique. C'est très important dans le domaine clinique. Les diagnostics documentés avec la CIE-11 ont une valeur euh, à- plus importante étant donné son contenu pour la gestion clinique du patient. Donc, les avantages de l'intégration de la CIE-11 dans le processus de morbidité, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir codifier plus, mais c'est l'amélioration de la codification et renforcer les données et la réutilisation sans être obligé de faire des traductions et ceci augmente la possibilité de faire des comparaisons entre les différentes institutions. Voyons maintenant un cas, un deuxième cas d'utilisation. Dans ce cas-là de mortalité, nous avons le parcours d'une chaîne de valeurs qui est aussi importante que la certification MIM. Ceci commence avec la certification médicale, une séquence causale après, ce contenu. Nous passons par une codification. Ensuite, ces données sont intégrées au registre civil et aux statistiques vitales. Et après, il y a la phase de consolidation, celle d'analyse ensuite. Et c'est la source qui finalement nourrit les décisions en santé publique. Le point critique de ce flux, dont vis-à-vis de la mortalité, c'est l'interopérabilité et intersectorielle. Parce que il y a différents acteurs, la santé, le registre civil, les statistiques qui doivent lire la même signification. S'ils n'interprètent pas de la même façon la donnée d'origine, si l'interprétation est variable, le système perdra sa cohérence. Dans la mortalité, les petites erreurs qui sont commises depuis l'origine avec une séquence causale incomplète ou des termes mal définis ou des données incomplètes s- cons- concernent une amplification finale des grandes différences, des tâches répétitives, la perte de traçabilité et retraitement et des retards, des erreurs critiques la- concernant l'application du CIE dans la mortalité, concernant tout le flux. Je suis en train de mettre l'accent sur le fait que la codification de l'utilisation de l'essai ne concerne pas seulement un code pour faire des rapports à la fin, mais ceci doit faire partie de tout le processus depuis l'origine des données. Il y a des points critiques de la qualité des données de mortalité, des points qui concernent la dégradation de la qualité de la donnée de mortalité. Le premier concernant la séquence causale, parce que l'ordre et la cohérence clinique enregistrée définissent la cause de base ou s'il y a des ambiguïtés ou des manques de spécification. C'est ici possiblement où nous avons le principal problème critique concernant la qualité des données de, de, de mortalité. Le deuxième point critique, c'est le caractère de données complets, les domaines obligatoires, les qui ne sont pas enregistrés et qui ne permettent pas d'avoir des informations complètes et définir une cause de base. C'est ce qui implique donc de faire des retraitements, faire des amendements, des révisions supplémentaires, ce qui provoque des retards. Et un autre problème critique, c'est la légibilité et la normalisation, l'utilisation des termes tels qu'abréviatifs, des termes ambigus aussi,
pour enregistrer un diagnostic peut et produire des euh, différences entre la certification et la codification. Les sigles aussi, à part d'autres erreurs qui peuvent être commises et qui concernent les données et la légibilité. Et ceci implique en plus, comme je disais, le durée de travail institutionnel. Et c'est un point critique parce que ceci signifie des augmentations des coûts pour les entités qui travaillent ces données-là à cause des corrections qui doivent être faites et à cause de l'utilisation. Donc, une perte d'opportunité vis-à-vis de ces points critiques. Or, la question stratégique qu'on doit se poser est où se trouvent ces pertes-là? Il faut donc identifier dans toute la chaîne, depuis la certification par le médecin, le registre, la codification et la transformation dans des statistiques stratégiques où sont produites ces pertes pour les corriger et faire du contrôle. S'il n'y a pas un contrôle de ces pertes, les effets vont provoquer des causes inspécifiques, des tendances inattendues, retard, plus de travail dans la transformation des données utiles pour la prise de décision. Pour fermer cette partie-là, ce cas d'utilisation concernant la mortalité, comparons l'avant et l'après avec les CIE 10 et les CIE 11 avant. Sans le support numérique avant, ce que nous trouvions le plus fréquent, c'était des termes inspécifiques et des séquences causales incomplètes ou incohérentes, des domaines manquants affectés par la haute variabilité, un retravail et de retard dans la consolidation des données et dans la publication pour l'utilisation. Alors que avec la CIE 11, lorsque nous l'utilisons combiné avec un processus numérisé du flux des données, nous pourrons avoir des gains, surtout concernant la qualité des données et dans la capacité de- d'originer des données sans perdre la signification malgré le parcours. Avec les systèmes numériques de capture de données, nous pouvons orienter les certificateurs pour remplir donc tous ces domaines et toutes ces données parce que ceci produit des alertes et pour les codificateurs, il y a aussi un support parce qu'un texte est validé préalablement par le certificateur. C'est la meilleure évidence pour un processus de codification, ce qui donne plus d'opportunités de traçabilité au, au registre. Il est important de savoir que l'utilisation de la CIE 11 ne peut pas être séparée des processus de numérisation des registres. C'est intrinsèque étant donné la nature même de la CIE 11. Alors, ceci doit être, comment dire, parfaitement synchronisé. Et c'est un appel que je fais aux pays qui se trouvent actuellement dans ces processus de numérisation des données. Parce que ce n'est pas un processus séparé de l'intégration ou de la mise en œuvre de la C11. Il devrait être parallèle pour utiliser le C11 en tant que standard principal. Maintenant, nous allons parler des clés de la transition. Première partie, la plus importante possiblement, c'est la gouvernance et les cas d'utilisation que nous allons prioriser pour
entamer ce processus d'intégration. Il est important que la transition soit lidérée, soit gérée en tant un agenda de données, non pas en tant qu'un projet de codification. C'est très important à tenir en compte parce que ceci permet, comme je l'avais dit, d'avancer dans un processus synchronisé de gestion de données avec qualité. Alors, première chose, changer le récit. Si nous présentons la transition vers la C11 en tant qu'un simple changement de code, ceci se réduira à une tâche technique périphérique tangentielle qui concerne les codificateurs, les groupes de statistiques. Mais lorsque nous parlons par contre, lorsque nous présentons ceci en tant qu'un changement du langage de données, on entend à partir de là que nous parlons de l'habilitation, d'interopérabilité et de, d'une amélioration de la gestion de la qualité dans le système. Il faut donc concevoir la C11 en tant qu'une opportunité, un outil qui nous permet d'avancer dans le processus de transformation numérique des systèmes d'information en santé mais on a besoin donc de changer le récit. Il est important de prioriser les cas d'utilisation dans l'agenda. Nous ne pouvons pas commencer à appliquer la CIE 11 pour tous les sujets au même temps. On doit être capable d'établir une priorisation, utiliser des cas, choisir des cas d'utilisation, choisir les plus critiques, ceux qui ont la plus haute valeur pour apprendre à travers des tests pilotes sur la façon dont on incorpore la CIE 11 dans ses processus des systèmes d'information en santé et du registre civil et statistique vitale. Troisième chose, la définition de la gouvernance. Il faut définir qui est le propriétaire du standard. Et là-dessus, il est important euh, de tenir compte des entités qui doivent avoir une fonction de rectorat, de direction. Il est important de- si nous avons des catalogues non comparables, souvent c'est parce qu'il n'y a pas un rectorat, une direction dans les pays qui puissent orienter sur les règles, sur les versions, sur les changements, sur la version qui doit être utilisée pour garantir une haute fiabilité des informations, mais pour garantir aussi la continuité statistique. Alors, la gouvernance, c'est l'élément principal et il doit être documenté avec des indicateurs, des instructions précises et avec des responsables définis qui puissent établir quelle est la route à suivre. Mais s'il y a un autre élément qu'on ne peut pas laisser de côté dans la transition, c'est la continuité des données, la continuité statistique des données. Parce qu'on peut encourir le risque, lorsque nous passons de CIE 10 à CIE 11, d'observer des changements qui sont causés par le changement de règles et de spécifications. Et non pas, ils ne seront pas des changements réels. Il faut être attentif et faire un suivi permanent parce que, en principe, et c'est un vide aussi que nous voyons du point de vue qui est critique aussi dans le processus de transition, c'est la protection des séries de données. C'est une préoccupation de maintenir la confiance pendant tout le processus de représentation.
représente, comme il représente la réalité. C'est pour cela que on suggère toujours d'avoir un plan de coexistence entre CIE 10 et CIE 11 pendant tout le processus de transfert, de transition. Une sauvegarde, maintenir une ligne de base de contact avec la CIE 10 et introduire aussi ou définir qu'est-ce qu'on va codifier avec la CIE 11, à partir de quel moment, dans quel domaine, et soumettre toujours à des tests, des études de pilote, pour chaque application de la CIE 11 qui soit mise en marche selon le cas d'utilisation. Alors, ceci est nécessaire pour pouvoir estimer quel est l'impact du changement de codification, le comparer avec l'état actuel, définir les éléments de comparaison, ajouter des règles, assurer des formations selon les trouvailles enregistrées. Et lorsqu'on arrivera à un moment donné dans cette période de transition et, et une certaine stabilisation, il faut, on doit établir des règles des coupures de communication pour tous les usagers pour la gestion des données avec des méthodes et des instructions sur des versions, des cartographies, etc. pour que la procédure, l'utilisation soit standardisée. Et bien sûr, il faut installer un suivi permanent pour vérifier la consistance et la qualité des données. Un deuxième élément central et qui met le processus de transition euh, dans, dans le côté des gagnants ou des perdants, c'est les composantes du processus qui doivent être révisées. Ils doivent être ajustés aussi et si besoin, il faut faire des changements dans le flux et il faut aussi créer des capacités. Se centrant non pas seulement dans les infrastructures technologiques ou dans un système de gestion de qualité, mais dans la capacité d'identifier le rôle et la coordination de chacun des rôles dans le processus de transition vers la CIE 11. Voilà. Il faut donc identifier ces rôles et définir que fait chacun. Pour les médecins, il est très important de se focaliser dans la documentation clinique, dans les séquences causales, dans la plus grande spécificité des données enregistrées. Pour les codificateurs, ils doivent donc travailler sur les règles, garantir la consistance et le contrôle de la qualité, parce que c'est eux qui fournissent les informations pour le suivi. Et les professionnels de technologie de l'information et responsables de l'interopérabilité doivent, ont le rôle donc de permettre que les systèmes se parlent entre eux, s'intègrent avec des catalogues mis à jour et avec des validations permanentes. Et finalement, les gestionnaires. Les gestionnaires doivent transformer ces données en indicateurs et les utiliser pour l'amélioration permanente. Donc, cette clé est très importante et avoir une stratégie de formation du personnel
stratégie différentielle parce que l'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de proposer des formations généralisées, alors que chacun demande des formations sur les connaissances et sur les outils pertinents selon le rôle dans le système. Troisième élément, ce qui fait mesurable le plan de transition, parce que le plan de transition n'est pas un document simplement, mais dans lequel j'inscris toute la route. Mais ceci doit être opérationnalisé à travers un système de qualité des données qui commence depuis le jour 1 et qui doit être établi avec des indicateurs clairs et raisonnables. Il ne s'agit pas d'avoir toute une quantité de métriques différentes, mais que ces indicateurs choisis soient puissent être utilisés. C'est-à-dire que chaque indicateur, dans la mesure où il mesure, ou dans la mesure où il mesure, il puisse générer une action en même temps. Alors, les indicateurs minimums qui sont recommandés pour un plan de transition sont ceux-ci. Le caractère complet des domaines critiques, la consistance entre texte et codification, l'opportunité du registre versus la codification, la révision, l'audit, la fréquence, les résultats de ces audits, quelles sont les différences par service, par institution. Ce sont des indicateurs qui doivent être donc et, mis en œuvre pour que ceci nous sert en tant que tableau de contrôle qui déclenche des actions correctives et des actions de formation et autres. Alors, on doit commencer par établir un tableau très simple qui nous permette de faire le suivi du processus. Bon, finalement, quelques messages clés pour terminer. Je voudrais vous laisser dans l'esprit ces trois messages clés pour vos plans de transition CIE 10, CIE 11. Dans ces processus de transition CIE 10, CIE 11, c'est d'abord le changement du récit. Concevoir la CIE 11 en tant qu'un langage commun sémantique qui permet de garantir la même signification indépendamment des plateformes, des acteurs dans tout le flux des données. Et non pas simplement en tant qu'un catalogue. L'autre message que je voudrais vous passer est que la transition est un processus socio-technique. Ce n'est pas seulement un changement de catalogue, mais un processus qui implique l'établissement d'une gouvernance, définition des processus, mise à jour des processus, intégration des mêmes et avoir des plateformes et développer des capacités de base pour que ce processus de transition et d'adoption puisse se faire. Finalement, la route pour la transition devrait se faire toujours à partir de phases, priorisant des cas d'utilisation et en faisant toujours des tests pour valider les résultats de cette transition. Une route minimale que nous pouvons établir est de 24 mois de durée. Bien sûr, beaucoup de pays demanderont une période plus longue. Une période plus courte encore, par contre, c'est très difficile. Cela dépendra des institutions. Mais les premiers mois, 0,6 mois, nous demanderons donc de renforcer la gouvernance, établir des règles claires pour la gouvernance
choisir les cas d'utilisation et avancer dans des pilotes. Pendant cette période, de façon parallèle, on peut faire des formations parole et dans la deuxième partie, deuxième année, faire une escalade progressive dans tout le pays. Voilà un exemple d'une feuille de route de transition vers l'acier 11 où nous recueillons un plan de transition qui contient différentes phases qui, qui rendent réaliste ce processus de transition entre CIE 10 et 11 qui commence par une première phase d'apprêtement, de préparation. L'institutionnalité, donc, s'apprête, se prépare, définit les règles des jeux et de gouvernance pour avancer dans la transition. Ensuite, phase 2, la création de capacités. Cette phase-là demande beaucoup d'efforts. Ici, je vous présente 5 lignes de travail. C'est celle que l'OMS a soulignées. Donc, travailler sur les capacités de la structure de gouvernance. Il ne s'agit pas seulement d'une nomination. Il faut exercer une gouvernance pertinente pendant toute la période de transition. Ensuite, la formation du talent humain en CIE 11, l'infrastructure en technologie de l'information, la garantie de la comparabilité et de qualité de données avec des systèmes de gestion de qualité et finalement, bien sûr, la promotion et la diffusion de la CIE 11 pour que ceci puisse être approprié par tous les acteurs en question. Ensuite, une troisième phase d'exécution des projets et des pilotes. Il faut tout tester. N'oubliez pas, il faut tout tester. Ensuite, phase 4, la consolidation du changement vers la CIE 11 lorsque le transit a été terminé. Lorsqu'on a fait l'escalade au niveau national. Tenez compte que chaque phase doit avoir des livrables et des responsables définis et des coûts. Donc, on ne peut pas laisser de côté le financement de chacune des activités et de chacune des phases du plan de transition. Ceci est clé pour avoir du succès dans le processus de transition vers la C11. Voilà, et ici, en guise de résumé des clés, passer de la CIE 10 à la CIE 11 implique un changement du récit, de code vers langage de données. C'est une liste d'activités résumée. Nous avons parlé de tout cela. Voilà 10 activités. Voilà. Comprendre le concept, le mûrir et l'exprimer en fonction d'un langage de données. Définir trois cas d'utilisation prioritaire et installer la gouvernance du standard, assurer une interopérabilité sémantique incorporée dans tous les processus de modernisation numérique du système, reconcevoir la capture à l'origine, et ceci ne peut ça se séparer, comme je l'ai dit, des, des autres activités, renforcer la codification avec des règles et traçabilité pour évaluer en permanence la consistance du texte versus les codes, formation parole, différentiel, médecin, codificateur, expert en technologie, gestionnaire, mm, établir un système de qualité depuis le jour 1 avec des indicateurs pertinents, protéger toujours la continuité et la comparabilité maintenant la double codification pendant le processus de transition. Et finalement, avoir un plan formulé par phase. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci. Donc, je cède la parole à Catherine. Il y a 3 questions en espagnol. Première question.
Est-ce qu'il y a des critères pour la construction des indicateurs minimaux? Et deuxième question, concernant les données et le maintien de la CIE-10. Madame Navarro pose la question parce qu'il y a différentes versions de la CIE-10 dans le pays. Comment peut-on maintenir les données euh, gérées par un pays étant donné qu'il y a des CIE-10 version 2008, version et d'autres versions? Et la dernière question, c'est s'ils perdent la capacité des codificateurs si les médecins codifient. Voilà, ce sont les trois questions. Espérons elles ont été claires. Bien, première question. Il y a des critères pour définir quels sont les indicateurs clés, oui, bien sûr, et minimum qui devraient être considérés dans le système de gestion. D'abord, il doit être simple, les indicateurs, mesurables, faciles à mesurer et clairs, bien définis, et que le seuil des plafonds soit défini, c'est-à-dire qu'est-ce que je mesure et à quel moment l'indicateur me dit qu'il y a un changement de tendance ou d'amélioration, de retard, d'un processus on est en train de mesurer. L'indicateur aussi doit être associé à une action concrète, c'est-à-dire l'indicateur, disons que avoir une proportion adéquate des certifications de décès complet, avec des informations complètes, causes et des informations utiles pour le processus de qualité de codification. Si cela, on pourrait espérer avoir ceci à 100%, mais on pourrait établir un seuil de 90%, en dessous duquel je devrais mener une action concrète de révision ou de formation et de révision de validation des données depuis l'origine, etc. Le standard et les critères sont ceux-là. Alors, bonne définition des standards, des indicateurs, pardon. Bonne définition des indicateurs. Mesurables, qu'ils soient mesurables, qu'ils puissent avoir des seuils pour prendre les décisions et qu'ils soient associés à des actions spécifiques. Deuxième question. Il y a différentes versions de la CIE-10 dans la région. C'est vrai. Dans ce où il y a un rectorat, il y a un standard uniforme pour la plupart du temps, alors que dans l'autre cas où il n'y a pas de direction, chaque usager finalement a eu recours à des les usagers ont téléchargé une version à partir d'une plateforme quelconque, possiblement par méconnaissance, et c'est pour cela que nous avons cette diversité de versions CIE-10. Je pense qu'il ne faut pas entrer en conflit. L'idéal serait dans un pays qui a un processus qui entre dans un processus de transition vers CIE 11, établisse la version ultime actualisée de la CIE 10 qui est appliquée dans le pays. Il y a différentes façons avec des pilotes qui permettraient de faire cette analyse et savoir quels sont les éléments de comparabilité qui permettent d'utiliser différentes versions. C'est un défi, de toute façon, que Amanda propose parce que l'incitation de l'OMS principale
et que pendant la période de transition, on maintienne la double codification, c'est l'invitation plutôt de la OMS, mais ne pas reculer dans les processus qui sont déjà mis en marche, mais faire des ajustements vis-à-vis de la version qui avait été utilisée, parce que et, pour éviter donc de faire du retravail et ne pas avoir de bénéfices. Donc, il faut faire une étude comparative. La troisième question, je l'ai oublié. La troisième question était la perte de codificateurs dans le pays, dans le contexte de la CIE 11, si on n'a pas suffisamment de personnel. Je pense que le message est que nous avons besoin d'experts dans le domaine. Alors, tu pourrais préciser comment va-t-on gérer dans les cas de mortalité et morbidité, parce que ce sont de différents codificateurs dans les deux cas. Tout récemment, au Mexique, nous avons pu voir que les outils qui ont été produits par l'OMS, que produit actuellement l'OMS et qu'elle continue à mettre à jour, sont des ressources importantes pour orienter ces processus. En mortalité, je pense que la plupart mènent des processus centralisés. Et dans ce sens-là, c'est un avantage parce que les outils qui ont été euh, générés facilitent l'utilisation de la CIE 11 et l'amélioration de la qualité. Avec différentes applications, par exemple, dans le cas de ces pays qui ont une codification centralisée, le travail est assez simple parce que il s'agit d'un groupe restreint auquel il faut former, renforcer, auquel il faut apporter les outils. Ce que nous pouvons avoir derrière, revenant au concept que j'ai abordé dans ce webinaire, est qu'on puisse concevoir l'acier non plus comme un catalogue, mais comme un gestionnaire de données, un langage commun qui doit euh, donc commencer depuis le début de la chaîne d'information. Donc, l'objectif n'est pas seulement dans l'application, mais dans le processus d'amélioration de la qualité des données. Et oui, et on ne peut pas nier que les codificateurs sont des acteurs euh, indispensables. On aura toujours besoin de d'action humaine pour valider, vérifier, euh, surveiller les processus de codification, tant dans la morbidité que dans la mortalité. Alors, ceci fait partie de la gestion qui doivent être faites dans les plans de gestion, où il n'y a pas de codificateurs, où il y a des codificateurs, même s'ils sont dispersés dans les institutions, il faut faire le mieux, les capturer, leur donner les outils pour qu'ils puissent répliquer dans leurs institutions. On puisse avancer. Il n'y a plus de questions. Je vais maintenant parler en anglais pour fermer la session. Maintenant, il nous reste 10 minutes encore. Merci beaucoup, Victor Hugo. Et une présentation excellente, très complète. Et merci aux participants de nous accompagner aujourd'hui. J'espère que la session d'aujourd'hui vous a donné une perspective utile et stratégique pour travailler dans l'implémentation de la CIE 11. Avec à partir de ces initiatives de transformation, je voudrais vous remercier aussi de cette opportunité de souligner l'importance de ce rapport, de ces statistiques qui sont déjà été publiées par l'OMS. Nous avons le Chili en tant qu'un l'un des pays d'études des cas. Et ce rapport
à montrer le rôle critique des données pour la santé publique concernant la mortalité et la morbidité. Nous voulons aussi vous encourager à vous inscrire à la liste, dans la liste informative pour qu'on puisse partager des informations, vous envoyer des informations sur les leçons apprises. Nous voulons vous inviter au prochain webinaire dans ce programme d'alphabétisation numérique qui aura lieu le 11 juin à 11 heures du matin avec des pratiques pour l'identification numérique. Sentez-vous libre de scanner le code QR pour le registre et pour des informations supplémentaires. Victor Hugo, tu pourrais partager la diapo qui a le code QR. À nouveau, merci de votre participation et de votre travail avec l'OPS. Nous espérons vous revoir dans les prochaines séances. Un bon reste de journée à tous et toutes. Merci.